Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle École. Dans cette émission, on va à la rencontre des entrepreneurs en tout genre, ceux qui sortent des sentiers battus. Le but ? Ouvrir des perspectives pour encourager un maximum de gens à faire ce qu'ils aiment et à choisir leur vie. Non, je tiens à dire que c'est exceptionnel, c'est en train de se passer aujourd'hui. Moi qui ai une petite expérience de la télé avec LCI, BFM et autres, je n'ai jamais vu une telle installation. Eh ben, c'est très bien. Je sais pas si mon micro est branché. Alors, ton micro est branché. Okay. Si tu n'as pas de retour, c'est parce que je n'ai qu'une paire d'écouteurs d'iPhone. Parfait. Pour faire les retours. Ok. Donc, bonsoir à tous, parce que aujourd'hui c'est un soir. Parce que d'habitude c'est pas le soir. Voilà. Je suis avec Alexandre Dana. Alexandre, c'est le CEO et cofondateur de Live Mentor. Live Mentor, ça permet à n'importe quel élève de trouver un mentor génial sur Internet. Exactement. On va couper le téléphone qui se fait appeler par Marjolaine Grondin, la précédente invitée. Donc, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et on essaiera de les poser à Alexandre. Le problème, c'est qu'on est un peu des sosies, apparemment. Ouais, je sais. On se ressemble beaucoup, donc on va essayer de. Donc là, lui, c'est Alexandre, moi, c'est Antonin. C'est moi qui l'interview. Donc, Alexandre, je le redis une fois, c'est le CEO de Live Mentor. Live Mentor, c'est des cours en ligne pour tout le monde avec des mentors géniaux. Ouais. Et moi, c'est mon premier Facebook Live ce soir. D'accord. Il faut bien commencer un jour. Ça se voit pas. Il y a un petit risque d'erreur. Non, t'es à l'aise. T'es bien là. Toi, tu t'y connais un petit peu avec les premières expériences parce que t'as monté une boîte qui a fait 16 € de chiffre d'affaires une fois. Ouais, moi j'ai créé une première société avant Live Mentor et ça a pas du tout fonctionné. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette première boîte, en fait, je l'ai créée donc pendant ma première année d'études. Donc moi, j'ai un peu choisi mes études par hasard. Je me suis trompé littéralement en choisissant ma voie en terminale. Pourquoi tu dis ça? Je voulais faire des études de sciences politiques. Okay. Et puis en fait, j'ai coché la mauvaise case et je me suis retrouvé en prépa. Ah, tu t'as vraiment coché la mauvaise case? J'ai vraiment coché la mauvaise case. D'accord. Véridique. Tout arrive, hein, parce que moi je me suis trompé de jour pour mon bac de français. Ah, c'est pas mal aussi. On peut être étourdi. C'est pas mal aussi. Et du coup, tu t'es retrouvé en prépa? Exactement. Et puis après, je suis arrivé donc en école de commerce et ça me plaisait pas énormément. Donc j'ai créé une première société un peu complètement par défaut. Je voulais pas faire de stage dans une grosse boîte. Et pendant ta césure? Voilà, exactement. Okay. Et je voulais pas non plus partir à l'étranger, ce qui était sûrement une erreur d'ailleurs. Donc j'ai trouvé une idée rapidement et j'ai trouvé des cofondateurs rapidement aussi. Et tout a été un échec. C'est marrant parce que j'ai fait exactement comme toi. Je voulais pas partir en stage. C'est pas bon signe. Et non, c'est déjà qu'on se ressemble physiquement. Et j'ai monté une société qui faisait du recrutement et qui a fait à peu près autant de chiffre d'affaires que la tienne. D'accord. Et du coup, donc c'était top prépa. Exactement, ouais. Et vous avez abandonné parce que pas assez de motivation, pas... Bah en fait, on était 3 associés à la base. Il y en a un qui est parti au bout de 2 semaines. On s'est retrouvé à 2 et rien n'a fonctionné. Voilà. D'accord. On n'avait pas du tout la même vision du projet. Okay. On se connaissait pas. On avait jamais travaillé ensemble avant. Mauvais combo. Donc vous êtes mixé un peu dans la précipitation pour monter une boîte. C'est ça. Ouais. Et puis il y avait pas de passion surtout. Pourquoi tu voulais monter une boîte, toi? Encore une fois, pour éviter de faire un stage. Donc okay. C'est la pire des raisons. Il y avait aucune motivation intrinsèque. J'étais attaché au fait de avoir cette expérience et apprendre des choses, mais j'avais pas de passion pour le projet. Mais finalement, t'étais déjà en train de donner des cours en quelque sorte. J'étais déjà dans l'éducation. Ma première société, c'était effectivement également dans le domaine de l'éducation. Mais c'était très très différent de Live Mentor. L'histoire qui est drôle, c'est que la semaine où j'ai déposé le bilan de cette première boîte, donc ce qui se passe en fait quand tu crées une société et qu'elle marche pas, t'as tout un processus pour la tuer, pour l'enterrement. Ça prend longtemps? Ça prend assez longtemps et ça coûte cher. Donc ça coûte cher de la tuer alors que t'as pas fait d'argent avec. C'est ça, ouais. Okay. Et donc tu remplis tout un tas de démarches et à la fin de ces démarches, la dernière semaine des démarches, c'est aussi la semaine où j'ai donné mon premier cours sur Skype. Donc moi ça fait... Celui que t'as donné en pyjama? C'est ça. Okay. Ça fait 10 ans maintenant. Une autre histoire qui arrive. Mais ouais, ça fait 10 ans maintenant que je donne des cours à tout type d'élèves à peu près. Mais ces cours d'abord je les donnais donc à domicile en physique.
Et ensuite, je les ai donnés en ligne. T'étais le genre d'étudiant qui va donner énormément de cours à des élèves qui traversent Paris, la banlieue. C'est ça. Ok. Ouais, je faisais ça tout le temps, jusqu'à 20-30 heures par semaine. D'accord, donc un bon petit argent de poche. C'était un revenu complémentaire pour moi, mais je le faisais pas vraiment. Enfin, je le faisais pour le revenu complémentaire, mais surtout parce que j'adorais ça. Ok. Et j'arrivais jamais à dire non à un élève. Et comment ça se fait que t'avais pas commencé à faire des cours sur Skype avant ça? Je crois que la vidéo est virale. C'est en train d'exploser là. Alors, sur mes pour ceux qui arrivent dans la vidéo, je suis avec. Alors, j'ai lu sur internet qu'il fallait faire ça. Donc, pour ceux qui arrivent dans la vidéo, je suis avec Alexandre Dana, le CEO de Live Mentor. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit encore plus virale, ou à liker ma page, ou à nous envoyer de l'argent, et à poser vos questions à Alexandre aussi. Et donc, on parle de top prépa, et qu'est-ce qui a fait que t'as pas donné ton premier cours sur Skype plus tôt, en fait? J'y ai pas pensé. Ok. J'y avais pas pensé. Donc, moi, je prenais le métro tout le temps. Je me levais à 8h du mat le dimanche. J'allais en banlieue. J'allais à Asnières, j'allais à Boulogne, j'allais partout. J'y avais pas pensé, et j'ai reçu finalement un appel de cette maman qui habitait à Annecy, donc à côté de la Suisse, et qui m'a dit: faut que t'aides mon fils absolument. Est-ce que tu peux le faire par téléphone? Et j'ai dit pourquoi pas, mais on va utiliser Skype. Et l'idée n'est pas venue de moi au final. Et comment ça se fait qu'elle soit venue vers toi? Je sais même plus comment elle m'a trouvé. Je sais pas. Mais ça fait des années que je veux la recontacter. Je trouve plus son adresse mail. Alors si elle nous entend, elle peut écrire à Alexandre. Exactement. Ça fait une success story un peu à la télévision. Ça serait joli, ouais. Elle s'appelle Christine. Ouais, Christine, si tu nous entends. Du coup, tu donnes ton premier cours par webcam en 2011, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça fait longtemps, ouais. Et on ne rajeunit pas. Et en fait, sans cette dame Christine qui t'a demandé de donner un cours sur Skype, t'aurais pas eu l'idée pour Live Mentor? Bah non, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est... Parce que là, ça a fait tilt, ça? Pas au moment où elle me l'a formulé, mais après le premier cours, ça a vraiment fait le tilt. Franchement, ça c'est pas une histoire que je raconte à la presse en l'inventant de toutes pièces. Je me rappellerai toujours. J'ai donné mon premier cours, j'étais dans un appart un peu comme le tien, enfin parce que c'était l'appart de ma mère. C'est l'appart de ma grand-mère en fait. Exactement. On était donc en novembre, il faisait super froid, et je me rappelle refermer l'ordi après le cours, et je me dis mais c'est génial ce truc, genre c'est exceptionnel. Enfin, j'ai pas eu à me déplacer. Surtout, j'ai connecté avec un élève super sympa qui est à des centaines de kilomètres. Mon cours, je l'ai senti de meilleure qualité qu'un cours à domicile. Pourquoi? Parce que je pouvais utiliser toutes les ressources que j'avais sur mon ordinateur. Toutes les ressources. Déjà sur Skype à l'époque, t'as utilisé des ressources? Ouais. Enfin, pendant le cours, je me suis rendu compte que c'était pratique. Il avait une question sur un chapitre, je pouvais lui envoyer le fichier. Ça permettait plein de choses en fait. Ok. C'est quelque chose qui améliorait naturellement la qualité de mes cours. Du coup, de là, naturellement, t'as commencé à te dire, il faudrait que je donne plus de cours. Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai appelé tous mes élèves sur Paris, et je leur ai dit, à partir de maintenant, on le fait sur Skype, donc je me déplace plus. Ok, ils t'ont tous dit oui, ok, ça marche? Ouais, ils m'ont tous dit oui. Et ensuite, j'ai réfléchi à Live Mentor. Et là, il y a eu beaucoup de discussions. Parce qu'en fait, Live Mentor, c'est pas tant un site de cours en ligne. Enfin, oui, on fait que des cours en ligne, mais c'est surtout une réflexion sur l'éducation et une quête de la meilleure expression de la relation mentor-élève. Donc, ouais, je pense que tu le savais pas quand tu m'as invité, mais les gens de l'éducation, on est un peu tarés, quoi. Donc, si t'as d'autres invités de l'éducation, t'auras le même genre de débat. Mais effectivement, nous, ce qui nous a obsédés pendant des années, c'est de trouver la meilleure manière de connecter un mentor et un élève. C'est pour ça que sur Live Mentor, par exemple, t'as un très grand nombre de mentors qui sont disponibles, parce qu'on sait que l'élève a besoin de trouver vraiment la personne qui va le booster. C'est pas une question de CV du mentor, c'est pas une question d'expérience dans les cours particuliers. C'est vraiment une rencontre qui se fait. Qu'est-ce qui fait un bon mentor alors? Justement, ce qui fait un bon mentor, c'est qu'il trouve le bon élève. D'accord. C'est la rencontre entre le mentor et l'élève. Du coup, vous n'avez pas de critères de sélection vraiment pour les mentors? Pas vraiment. On a beaucoup de critères d'évaluation une fois qu'ils sont sur le site. Ok. On demande beaucoup d'infos aux élèves après le cours. On leur demande si la pédagogie a été bonne, on leur demande si
le mentor est disponible, on demande si le mentor a montré son expertise. On mesure beaucoup de critères aussi automatiquement. Est-ce que le mentor répond rapidement aux messages? Est-ce qu'il arrive à l'heure en cours, etc. Est-ce qu'il arrive à l'heure au cours? On mesure tout ça pour faire remonter les meilleurs mentors dans les classements, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et la ressource, alors la ressource rare, ce que vous privilégiez en premier, c'est l'élève ou c'est le mentor du coup? C'est les deux en fait. Quand tu es un site de mise en relation, tu dois garantir une super expérience des deux côtés. Donc nous, d'un côté, il faut que les mentors utilisent facilement le site, qu'ils puissent fixer eux-mêmes leur prix, qu'ils puissent être libres dans la conduite de leurs cours. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous, on a des mentors qui donnent des cours de manière très différente. J'ai donné 2 exemples. En langue, j'ai d'un côté, j'ai 2 mentors excellents. J'ai Marion, qui est une fille extrêmement scolaire, académique, qui va, dès que l'élève arrive, lui donner 3 fiches d'anglais à suivre, à recopier, des mots de vocabulaire à apprendre. À l'inverse, j'ai un type qui s'appelle Stéphane, qui vit en Corse et qui enseigne 5 langues sur live. Et lui, ce qu'il fait, la première fois où il te donne un cours, il va beaucoup te parler de vocabulaire, mais surtout de prononciation. Il va te demander de switcher ton iPhone, ton téléphone portable, ton ordinateur dans la langue que tu veux apprendre avec lui. Donc il te fait une installation de toute ta vie dans la langue que tu veux apprendre. Moi, j'ai un copain qui a pris des cours avec lui de manière assez intensive, et aujourd'hui tu prends la voiture avec cet élève, quand il lance son Waze pour se repérer, ça parle en espagnol. Et il a fait ça sur tous les éléments de sa vie, quoi. Est-ce que c'est ça, du coup, l'éducation du futur? C'est l'éducation à la carte, où chaque élève a un peu un prof? Ouais, je pense que c'est une éducation beaucoup plus personnalisée. Je pense qu'un des gros problèmes qu'on a dans la manière dont on a pensé le système éducatif, c'est qu'on l'a trop pensé comme une usine. Donc tu rentres un peu comme une matière première et tu te spécialises au fur et à mesure. Tu choisis une voie au lycée, S, ES, L, techno, pro. Ensuite, tu choisis donc une filière universitaire, et ensuite on te demande donc un master spécialisé. Enfin, on te verrouille au maximum, enfin tu te verrouilles. Et il y a très peu de parcours pluridisciplinaires. Là où effectivement dans d'autres pays, tu as des parcours beaucoup plus à la carte, que ce soit dans les pays scandinaves, aux États-Unis, même si là-bas il y a d'autres problèmes, mais je pense que clairement, moi je le vois dans les élèves adultes qu'on a sur Live Mentor. Il y a chez tous mes élèves adultes la volonté de continuer à apprendre des choses une fois qu'ils ont fini leurs études, et d'apprendre dans des domaines extrêmement divers. Toi, j'en sais rien, t'as pas fait d'études de son ou de montage? Je pense que t'as appris. Moi, je faisais de la musique quand j'étais ado. Tu faisais de la musique, donc c'est la première fois que j'ai des vrais micros, mais. D'accord. Donc pareil, tu as appris des compétences au fur et à mesure. Mais je pense que pour le coup, l'éducation continue après la fin de l'école. Ouais. Moi, je fais pas mal de MOOC ou de trucs en ligne. Toi, je t'avais entendu dire que les MOOC c'était bien, mais qu'il fallait un prof en plus. Ouais, nous on adore les MOOC. Hein. Enfin, je suis un énorme fan de Coursera. Mais effectivement, pour moi, c'est des bibliothèques d'Alexandrie. C'est des bibliothèques numériques exceptionnelles où t'as accès à tout type de ressources, mais il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas la personne qui va t'écouter, qui va te booster, qui va te relancer. Donc pour moi, c'est très complémentaire. Moi, je pousse tous mes mentors à utiliser les MOOC en complément de leurs cours sur Live Mentor. Et vous avez des gens qui se réorientent avec Live Mentor? Ouais, on a eu pas mal. Ouais, on a eu pas mal d'histoires. Je pense à un type qui s'appelle Maxime, qui était banquier et qui est venu prendre des cours de programmation chez nous et qui est devenu développeur. Ok. Ça lui a pris combien de temps? Ça lui a pris 6 mois en tout. Parce que tu sais, il y a cette règle cette règle scientifique de 10 000 heures. Ouais, passer sur un sujet. Pour apprendre quelque chose. C'est pour être expert sur un sujet. Pour être expert, c'est pour être un master en fait. Ouais, moi je crois pas trop à cette règle, mais je crois Parce qu'en tout cas, dans la théorie de cette règle, il faut avoir un prof. Pour que ça marche. Voilà, parce que là, j'y crois totalement. C'est une très bonne règle. Venez passer 10 000 heures chez Live Mentor. Non, je pense que ce qui compte, c'est et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec nos élèves, c'est de trouver ta passion et surtout de la cultiver. Tu penses qu'on peut trouver sa passion? Non, je pense qu'on peut la trouver, mais qu'il faut surtout la cultiver derrière. Et malheureusement, effectivement, la manière dont le conseiller d'orientation te le dit au collège ou au lycée, il te dit est-ce que tu as une passion depuis que tu as l'âge de 5 ans? Et ça, c'est pas la bonne question à poser. La bonne question à poser, je crois, elle est plus longue, et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu as un embryon de passion que tu as trouvé? Et surtout, est-ce que tu vas le cultiver?
moi aujourd'hui, je peux te parler d'éducation pendant des heures, mais ça fait 10 ans que je donne des cours, et donc c'est quelque chose qui est venu progressivement. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais passer ma vie dans l'éducation. C'est quelque chose qui est venu progressivement. Finalement, peut-être que personne se réveille en se disant ma passion c'est la photo. Généralement, c'est ce genre de passion finalement qui mène pas vraiment à des passions. C'est plus des intérêts qu'on va cultiver beaucoup, et quand on commence à les maîtriser et à être C'est ça. Ça commence par un intérêt, ça grandit. Pour en revenir à Live Mentor, vous commencez et vous avez pas de CTO. Non, alors on n'avait pas beaucoup de choses en fait quand on a commencé. Donc moi j'ai deux associés fondateurs qui sont Charles et Grégoire. Je les ai trouvés progressivement. Charles c'était un camarade de l'ESCP et effectivement on n'avait pas de directeur technique et on avait besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise le code, qui sait mettre un site sur pied. C'était un des gros problèmes dans ma première startup. On n'avait pas ça. Et vous pouviez pas utiliser parce que par exemple Marjolaine la dernière fois parlait d'utiliser Strikingly ou Non, on connaissait pas ça à l'époque. D'accord. Bon, non, nous on voulait faire tout nous-mêmes. Ouais. Et donc on a pris deux décisions. La première, c'est que moi j'ai commencé la programmation. J'ai essayé d'apprendre à coder. T'as appris sur quoi? Avec des profs, avec des ressources en ligne, un peu tout quoi. Site du zéro? Non, pas avec celui-là, mais avec Codecademy. Ok. Pas mal. Et surtout avec Grégoire, qui finalement a été donc la personne qu'on a trouvée. Grégoire, il nous a fait 6 mois pour le rencontrer. C'était toute une histoire. En fait, à l'époque, il habitait à Nantes. Nous, on était sur Paris. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais encore étudiant à l'époque. En gros, le matin, j'allais en cours. L'après-midi, je donnais des cours. Et le week-end, je prenais l'argent des cours pour payer des allers-retours à Nantes. Et on allait à Nantes dans la coloc de Grégoire. Et on bossait depuis là-bas. Et je me rappelle, c'était toute notre vie, c'était ça à l'époque. C'était de faire des allers-retours à Nantes et de prévoir le prochain aller-retour à Nantes. Et vous devez en avoir des trop bons souvenirs. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Comment vous l'avez trouvé, Grégoire, alors? Grégoire. Vous n'avez pas trouvé un startup week-end ou un Find My CTO? Pas vraiment. Je t'ai entendu dire que c'était des conneries, Ouais, moi j'aime pas trop les côtés adopte un mec. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je pense que, il faut aller dans des endroits où il y a des développeurs, où tu peux rencontrer des gens qui ont les compétences, mais faut pas croire que ça se fait en un coup, tu vois. Moi, Grégoire, aujourd'hui, c'est la personne avec qui j'adore bosser parce que j'ai mis 6 mois à le trouver et ensuite on a mis au moins, je pense, 6 mois pour apprendre à bosser ensemble. Donc, la promesse qui est, tu rencontres quelqu'un et c'est ton associé, j'y crois pas énormément. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc fait effectivement beaucoup d'événements web de manière générale pendant 6 mois et tout à la fin, on a finalement rencontré un ami de Grégoire à un événement qui nous a dit j'ai un pote qui adore les startups, on pourrait peut-être commencer à 4. On a commencé à 4 finalement. Le premier est parti, Grégoire est resté et c'était l'époque dont des allers-retours à Nantes. C'était important qu'il aime les startups? Non, ce qui a fait qu'on a connecté avec Grégoire, c'est qu'on avait une passion commune pour un site qui s'appelle Quora, et qui est un site donc de questions-réponses que. Je suis fan de Quora. C'est un site qui est en déclin total. C'est vrai, moi j'y vais plus, et quand j'y vais, j'ai l'impression que ça s'est transformé en site de self-help où il y a quelques mecs qui trustent les questions, quoi. Ouais, et puis en plus, ils ont des problématiques qui sont vraiment particulières. Ils ont 40% de leur trafic qui vient d'Inde. Donc, il y a énormément de questions sur la culture indienne. Il y a énormément d'Indiens, c'est vrai. Ouais, ce qui est intéressant, mais ce qui est un stade là où ça paralyse un peu la qualité du contenu. Et vous êtes un peu comme, ils ont toujours pas trouvé de modèle. Et tout à l'heure, tu me parlais de ta recherche du modèle parfait, un peu pour Live Mentor, ça me fait un peu penser à ça. Nous, sans la phase de déclin, bien sûr. Ouais. Moi, j'espère vraiment que Quora va continuer sa route et qu'ils seront encore là dans 15 ans, mais c'est un peu différent. Quand je mentionnais la recherche du modèle, nous, c'est vraiment pas tant un modèle économique, c'est un format de cours. C'est un modèle de relation entre le mentor et l'élève. Toujours donner plus d'outils au mentor pour qu'il soit capable d'aider l'élève immédiatement et comprendre tout de suite sa situation. Mais donc voilà, ce qui nous a rapproché avec Grégoire, c'était cette passion pour Quora. Du coup, là, Live Mentor, pour faire un bilan, vous en êtes où actuellement? Aujourd'hui, on a 15 personnes dans l'équipe. Là, on en recrute 10 supplémentaires. Vous cherchez quoi? Des développeurs, des designers, ce qu'on appelle des alchimistes. Donc, c'est des gens qui sont responsables de la croissance du site.
Et on cherche également donc des gens au support. Là, je cherche quelqu'un avec qui travailler sur une refonte de tout le design du site. Donc voilà, on recrute à peu près sur tous les métiers classiques de la startup. Et c'est un truc que t'aimes bien faire, toi, recruter Ouais. des gens? Ouais, moi j'adore ça. Je pense que moi, ce qui me motive le plus chez Live, c'est d'avoir choisi mon équipe. Ça veut pas dire que t'es ami avec tout le monde, mais ça veut dire que t'as la possibilité de choisir uniquement des gens pour qui t'as un profond respect. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc il arrive que tu choisisses des gens qui seraient pas forcément tes potes dans la vie de tous les jours, mais que tu trouves très bons et que du coup tu recrutes, c'est ça? Exactement. Ouais. Et au-delà du côté très bon qui implique juste des compétences techniques, c'est vraiment cette notion pour moi de respect, quoi. C'est de trouver des gens que quand tu les vois bosser, tu te dis ok, lui dans son métier, il est vraiment impliqué et je trouve ça impressionnant. Alors que moi, d'instinct, je ferais les choses complètement différemment de ce qu'il fait lui. Et il me prouve au quotidien que, en fait, sa manière de faire, elle est super, quoi. Et parce que ces gens, tu les choisis, mais tes associés, tu les choisis au tout début, très tôt. Ouais. Et comment ça se passe ensuite, la relation de long terme? Est-ce que ça vous arrive beaucoup de vous engueuler? C'est longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Au début, peut-être quand vous longtemps. définissiez la boîte. Ouais. Tu vois, c'est rigolo, c'est que, en fait, donc j'ai deux associés, un que je connais depuis très longtemps, qui est Charles, et l'autre qui est Grégoire, donc le directeur technique. Et j'ai pas le souvenir de m'être engueulé une fois avec Greg. Et Charles, qui est pourtant quelqu'un que je connais depuis bien plus longtemps, on s'est beaucoup engueulé au début parce que tout simplement on ne savait pas quelle était la place de l'autre dans le projet. Et on avait beaucoup de mal à définir nos postes. Que vous étiez tous les deux un peu CEO, un peu CIO, un peu... Ouais, enfin on était on était tous les deux à la fois sur le site, sur les menteurs, sur les élèves, sur le financement de la boîte, sur la presse. Et en plus on suivait les mêmes études, donc on était vraiment constamment ensemble. Et en fait ça s'est résolu au bout de... Sur le ring. Non, ça s'est résolu par beaucoup de discussions, quoi. beaucoup de discussions. Et tu vois, Charles aujourd'hui, c'est à la fois mon associé, je pense que c'est un peu mon psy, c'est un ami exceptionnel. Je pense que il y a pas un jour où je l'ai pas appelé depuis 3 ans, quoi, un truc dans le genre. Ça devient un peu comme une partie de la famille. Mais c'est ta meuf, quoi. Enfin, Ouais. faut employer les termes qu'il faut, quoi. Genre, c'est comme si Donc t'as deux meufs. J'ai Charles, en tout cas. D'accord. D'accord. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est Alexandre Dana de Live Mentor. Et je dis ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc rappelez aux gens ce qui se passe. Ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc ok, tu nous as fait comment ça se passe là, sur les... Alors, quel est le niveau du buzz là? Normalement, Est-ce qu'on est sur niveau BFM, niveau Canal+? Normalement, j'ai mon fidèle acolyte qui... On se voit en direct là. Ouais, là, ça a l'air de partager la vidéo, Excellent. chers amis. Et ça a l'air de tourner. Pour reprendre, est-ce qu'il y a eu des moments il n'y a pas eu des moments où vous avez été proche de la mort avec Live Mentor? Il y a eu pas mal de moments où c'était chaud. On s'est jamais senti proche de la mort. Non, il y a eu des moments chauds, mais en fait, on a une capacité, je pense. On a beaucoup de défauts et beaucoup de choses qu'on fait très mal. Il y a un truc qu'on fait plutôt pas mal, c'est qu'on est increvable, quoi. On a une résilience qui est, je pense, assez forte. À une époque, on a des problèmes de cash et c'était compliqué. Donc, on a quitté nos bureaux. On s'est remis en équipe réduite à 3, donc 3 associés. Et ils sont venus bosser chez moi. Donc, à l'époque, j'habitais dans le 19e et j'avais donc un studio où t'as un lit qui prend la moitié du salon, mais qui peut remonter en l'air. Et donc, tous les matins, je me réveillais à 8h. Je descendais, je faisais remonter le lit. J'installais la table. Eux, ils venaient avec leurs ordi portables. Enfin, non, même pas, ils bossaient sur des ordi fixes à la base. Donc, en fait, j'avais 3 ordi fixes sous mon lit constamment. Et ils arrivaient à 9h, coucou, ça va, ouais, ça va. Et ils se mettaient. Et on a bossé pendant 4 mois, 5 mois, je pense, chez moi, pour pas payer les bureaux, pour être en équipe réduite. Et en fait, c'était plutôt bon souvenir, tu vois, parce que le midi, on allait au but de Chaumont se poser. C'est très sympa. Et donc, je pense que avoir cette capacité de résilience a été important. Et surtout,
on a toujours utilisé nous-mêmes le site. Donc les moments où ça allait le plus mal, on n'avait plus du tout de sous, on se payait pas. On donnait des cours sur le site et donc déjà ça nous permettait nous de vivre littéralement. Vous viviez du produit que vous aviez créé. Exactement. Et puis on se disait mais attends, c'est pas possible ça. Là, il y a 3 mecs qui sont en galère totale, qui réussissent à survivre grâce à ce site. Il y a bien d'autres gens qui vont s'y intéresser un jour. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de douter de la boîte complètement, entièrement, de dire en fait il faut qu'on arrête? Non. Donc t'as jamais et tu dis sur les galères de start-up un peu, ouais. Que t'as eu à une époque, t'as eu pas mal de conseils contradictoires d'experts. Ouais, nous ça s'est très mal passé à chaque fois qu'on a été dans des structures d'accompagnement. Ah oui, les incubateurs, les accélérateurs. Ouais, exactement. En fait, tu trouves des coachs là-dedans qui ont jamais créé de société et qui comprennent pas du tout ce que tu fais. Et surtout, moi, ce qui était très compliqué, c'était de trouver des gens qui comprennent l'éducation. Ce que je fais, moi, ça n'a rien à voir avec un site e-commerce. Donc, Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que je gère des relations humaines. Donc, je vais pas parler comme quelqu'un qui vend des chaussettes sur Internet. C'est pas les mêmes enjeux, c'est tout. Et je dis pas ça par mépris pour celui qui vend des lampes ou des tables sur Internet. Je dis juste que ce que je fais, c'est différent. Il y a des problématiques vraiment spécifiques qui sont les problématiques de la relation mentor-élève. Et donc, ça nous a mis du temps avant de trouver des advisors, des conseillers qui ont vraiment fait sens pour nous. Et après, on a eu la chance d'en trouver des exceptionnels qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous aident beaucoup. En fait, ça donne vraiment l'impression qu'il y a rien qui se crée en un jour quand on entend. Ça fait hyper longtemps que t'es sur le sujet de l'éducation. Ouais, moi, en fait, c'est un peu particulier parce que ça fait 10 ans que je donne des cours. J'ai donné mon premier cours sur Skype donc en 2011 et après pendant 2 ans ou 3 ans j'ai juste réfléchi à l'idée. J'étais étudiant, j'étais très jeune, j'étais passionné par l'idée, je voulais faire un truc, je voulais pas faire juste un site de cours en ligne. C'était super important pour moi qu'on se lance avec une très grosse ambition. Et donc du coup effectivement on a été un peu lent au démarrage aussi. On a mis du temps. Mais... Vous avez pris votre temps ou vous avez fait n'importe quoi ou... On a fait n'importe quoi. Ouais. on a fait n'importe quoi. Mais après, si tu regardes certains... Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je pense, consacré beaucoup trop de temps à le droit, au droit, au fait de créer la boîte, les statuts, enfin tout ce qui tout ce qui en fait est accessoire au final. La comptabilité. Mais qui prend énormément de temps, mais que t'es obligé de faire quand même, et qui prend beaucoup de temps. Je sais pas si t'es obligé de le faire. Moi, je referais la boîte depuis zéro. Je mettrais ça, mais au dernier rang des priorités. Une fois que tu peux plus facturer en auto-entrepreneur. Voilà, par exemple, ouais. Enfin, de se dire à chaque fois qu'est-ce qui compte vraiment quand tu lances ta boîte. Ouais, on ferait. Qu'est-ce qui compte vraiment alors? C'est de trouver les bonnes personnes. Donc nous, par exemple, un truc où on a fait n'importe quoi, c'est que on a eu la chance de lever 200 000 euros au début. On les a pas dépensés. On savait pas quoi faire avec l'argent. On était là, on était complètement paralysés. En fait, je pense qu'on était très jeunes, on n'avait jamais dépensé d'argent de notre vie au final. Et donc du coup, on essayait de tout faire nous-mêmes au lieu de prendre des gens avec nous qui pouvaient vraiment nous aider. Là-dessus, on voulait tout apprendre, un peu vraiment paralysé par notre propre projet. Donc ça, c'était une belle erreur. Ouais. Ok. Et un autre truc qui me frappe, c'est le côté votre boîte, en fait, c'est un service que vous rendiez déjà à des gens, en quelque sorte. Est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de commencer, de rendre d'abord plein de services? Parce que d'abord, tu me parlais de ta première expérience de boîte, où tu disais que là, pour le coup, tu cherchais une idée, vous aviez cherché une idée. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est pas une erreur de chercher une idée à tout prix? Ouais, non, ça a été l'élément décisif, un des éléments décisifs chez Live, c'est qu'effectivement, on a toujours donné des cours. Et qu'on en donne toujours d'ailleurs. Moi, je continue de donner des cours. Toi, tu continues de donner des cours sur Live Mentor? Ouais, je continue de donner des cours. Est-ce que t'es un genre de prof spécial qu'il faut choper après avoir fait? Non, moi, je suis pas visible sur le site, donc les élèves peuvent pas me trouver facilement. Mais en ce moment, j'ai une élève qui s'appelle Clotilde, qui est super, qui je donne des cours d'économie. Et c'est très important pour moi de continuer à donner des cours. Ça a été source de beaucoup de discussions avec certaines personnes autour de Live Mentor.
Mais c'est quelque chose qui je pense, est assez fondamental dans la manière dont vit cette boîte aujourd'hui. Et tu penses que si tu devais donner des conseils aux étudiants qui veulent monter des boîtes, tu dirais que c'est bien de monter sa boîte quand on est étudiant ou pas? Ouais, je pense qu'il faut vraiment relativiser le danger que représente une création d'entreprise. Oui, c'est dur et c'est plus stable sûrement d'aller prendre un boulot à la défense ou dans n'importe quelle entreprise. Mais en soi, vraiment, je veux pas rentrer dans la philosophie de comptoir, mais c'est 1000 fois moins dur que plein d'autres choses dans la vie, quoi. Tu penses qu'il y a que les entrepreneurs ont une tendance à dramatiser le truc? Ouais, effectivement, t'as une tendance à extrapoler dans les deux sens, dans le sens positif ou négatif, parce que c'est toute ta vie, t'y consacres énormément de temps, etc. Mais si tu prends un peu de recul, au final, c'est beaucoup moins dur, encore une fois, que les relations avec ta famille, les relations avec ta copine, ton copain, les relations avec tes amis, voilà, c'est ça qui est vraiment compliqué. Alors que, en fait, créer une société, et surtout quand t'es étudiant, t'as rien à perdre, quoi. Je veux dire, t'apprends beaucoup plus de choses que durant tes études. Est-ce que t'as pas du temps à perdre si jamais tu rates au bout de 2, 3 ans, 4 ans? Je pense que t'as perdu du temps. C'est un peu la peur de pas mal de personnes. T'as perdu du temps si tu t'es consacré à quelque chose qui te passionne pas, et que tu sois entrepreneur ou pas, au final. Celui qui va bosser 10 ans dans une boîte sur un domaine qui n'intéresse pas, il perd 10 ans. L'entrepreneur qui crée une boîte dans un domaine qui lui plaît pas du tout, il perd aussi son temps. Mais se lancer dans un truc qui te passionne, t'as aucun risque en fait. Toi, tu dis que t'as fait le site que t'aurais aimé avoir. Tu penses que c'est important de se lancer sur une idée Moi, je ne vois pas faire autre chose. Sert, quoi. Moi, je ne vois pas faire autre chose. Il y a des gens qui savent le faire, qui savent faire des boîtes dans des domaines. Par exemple, tu te verrais pas monter une boîte de chaussures si jamais tu vois que tout le monde a besoin de chaussures dans un pays X. Je suis incapable de faire ça. Ouais. Simontini, par exemple, fait ça. Il a fait Mythique, après il a fait les lunettes, après il a fait les chaussures, peut-être, non? Enfin, je pense qu'il a dû faire, sur les poses, il a dû faire les chaussures. Voilà, c'est un serial entrepreneur. Il prend juste des domaines qui sont le e-commerce, et encore pas tout le temps, parce que Mythique, c'était pas ça. Et il y va, quoi. Moi, je suis incapable de faire ça. Tu penses que c'est spécifique à toi ou que la majorité des gens sont plutôt comme ça? J'en sais rien. Je sais pas. Et si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut absolument monter une boîte? Je pense que je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il y a plus d'entrepreneurs dans la case Simontini que dans ma case. Je peux pas te conseiller à donner là-dessus. Moi, je sais juste que je pourrais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui marche pas très bien selon toi dans l'éducation en ce moment? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, effectivement, ce manque de parcours pluridisciplinaire. Je trouve que c'est pas assez pluridisciplinaire. C'est ça. Parce que qu'on pourrait penser quand même que jusqu'à la terminale, on apprend vraiment de tout. Non, on apprend pas tout. Non. Je veux dire, le nombre de matières disponibles au collège et au lycée, il est extrêmement réduit. Ah, d'accord. C'est-à-dire, t'as pas de cours de danse, t'as pas de cours de théâtre, t'as pas de cours de chinois, t'as pas de cours de programmation, t'as pas de cours de design, t'as pas de cours de montage vidéo, t'as aucun enseignement. Ouais, c'est vrai que ces cours sont pas disponibles. Non, mais t'as aucun enseignement sur la nutrition, par exemple. C'est juste hallucinant. Moi, je le vois quand je parle aux élèves adultes sur Live Mentor, c'est le genre de matière qui est réclamée. T'as plein d'enseignements qui sont pas disponibles. Donc t'as un problème de diversité des choix, diversité des options, alors que tu ouvres ton ordinateur et tu as accès à des cours, de la connaissance sur à peu près tous les sujets. Donc il y a une séparation trop forte entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on peut apprendre sur Internet. Le deuxième problème, c'est ce que moi j'appelle l'expérience mentor. La manière dont aujourd'hui on forme, on accompagne et on sélectionne les profs, elle est ridicule. Donc pour être prof aujourd'hui, si tu veux être prof par exemple à l'école primaire, il faut que tu aies un bac+5. Et après le bac+5, tu peux passer à un concours. Et une fois que tu as passé ce concours avec des épreuves écrites et 2 épreuves orales, tu es lâché dans une classe. Donc et souvent pas dans les classes les plus faciles en plus, non? Oui, alors laissons de côté effectivement le système des points et le fait que les profs se font des faux mariages pour gagner des points et être affectés plus haut ou se paxent. Bon. Si on laisse ça de côté, c'est intéressant parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Ouais, mais c'est toute une industrie en fait qui existe. C'est-à-dire que quand t'es prof, t'as mariage blanc classe. un peu.
Un faux mariage en tout cas, où tu as un classement en tant que prof. Si ce classement est élevé, tu peux choisir ton affectation librement. Si t'es tout en bas, on t'envoie là où t'as pas envie d'aller. Donc, mais ça c'est encore autre chose. La première chose, c'est déjà pourquoi un bac+5 pour être prof en primaire, et pourquoi un bac+5 quel que soit le domaine. C'est-à-dire qu'il suffit que t'aies un bac+5 en histoire, en physique, en quoi que ce soit, philo, pour postuler. Là, il y a un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas du tout l'accompagnement nécessaire entre les profs pour que ça marche. Et le troisième problème, c'est que la manière dont sont traités les profs en France est super dure. Et c'est même pas tant le salaire qui est honteux, mais c'est surtout les moyens qu'on leur donne. Quand tu es prof, par exemple en Suisse, il est fréquent d'avoir uniquement 15 élèves et un budget pour que tu organises plein de choses avec tes élèves durant l'année. Et t'es estimé, quoi, t'es reconnu, t'es vraiment reconnu. Ça, c'est une question de nombre de profs, tu penses? Parce que justement, c'est un débat qui revient souvent sur la question du nombre de profs. Non, je pense qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y en aura jamais assez, mais c'est une question de ce que nous on donne via l'éducation nationale aux profs. On leur donne pas grand-chose, on leur donne pas de formation, on leur donne pas d'accompagnement. Le message qu'on leur donne, c'est écris bien tes cours la première année parce que tu vas les répéter pendant 30 ans. Et ce qui permet d'ailleurs d'avoir la solution des contrôles d'année après année. Exactement. Mais donc voilà, le prof a plus du tout en fait l'espace de liberté, l'espace pour s'exprimer, l'espace pour améliorer la qualité de ses cours, l'espace pour tenter des choses avec ses élèves que ce qu'il a pu avoir à d'autres époques. Et ça, c'est catastrophique. Le dernier point, le troisième point pour moi qui pose problème. Donc le premier étant donc le manque de diversité sur le choix des cours. Le deuxième étant la valorisation qu'on donne aux profs. Le troisième problème, c'est l'absence totale d'éducation des élèves sur ce qui se passe après. Donc, ça commence uniquement par le constat que l'éducation est extrêmement individuelle en France. Donc, rien que la répartition géographique de la salle de classe, elle est riche d'enseignement. Donc, tu as des tables qui sont alignées de manière verticale au lieu d'avoir des tables en rond où les élèves se parlent entre eux. T'as très peu de travaux en commun à faire, de travaux à plusieurs. Faut attendre de rentrer à l'université ou dans des grandes écoles pour avoir des assos, ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, l'élève est vraiment super centré, quoi. Pour moi, il faut au contraire faire ce que les pays scandinaves font, donc uniquement des travaux à plusieurs dès le plus jeune âge. Et surtout des classes où tu as deux profs en même temps, tu vois. C'est-à-dire qu'en Finlande, tu as très souvent deux profs en même temps, ce qui permet d'avoir donc deux points de vue qui se confrontent, au lieu d'avoir deux profs en même temps qui donnent des points de vue différents. Alors ils s'engueulent pas durant le cours, mais ils bossent ensemble, quoi. Ils collaborent ensemble et puis bien sûr ils peuvent avoir des points de vue différents sur certains points. Mais c'est super important de se sentir, je pense, en tant qu'élève, qu'il y a plusieurs référents. Nous, on pousse ça sur Live, on pousse le fait de changer de mentor. Tu peux changer de mentor quand tu veux, t'es pas bloqué avec quelqu'un. Ils sont connectés, tu les vois dans le chat et il suffit de... Parce que c'est vrai que l'impact d'un mauvais prof sur un enfant ou un jeune, il est énorme. Comme l'impact d'un bon prof change ta vie. On a tous su le bon prof qui vraiment complètement change ta vie. Ouais, tu t'en rappelles à vie, quoi. Je pense que tu demandes à n'importe qui à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans... de citer les 3 profs qui ont changé sa vie. C'est ça le malheur, peut-être, c'est qu'il y en a eu que 3. Ouais, mais après, faut pas tourner ce discours en attaque sur les profs. J'ai un prof, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est pas assez accompagné, qui est pas assez financé, qui est pas assez entraîné, qui est lâché au milieu d'une classe, encore une fois. Toi, président de la République, tu ferais quoi? J'ai pas envie de l'être, mais je commencerai par vraiment oser la prise de risque énormément dans la liberté qu'on donne aux profs. Leur laisserait beaucoup plus de liberté. De pas les contraindre à respecter le programme à chaque fois, de pas les contraindre à respecter même les horaires. Enfin, je veux dire, faut juste leur donner beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Comment ça par rapport aux horaires? Par exemple, t'as des profs qui constatent à chaque fois que faire venir les élèves à 8h du mat, ça a pas de sens. T'as la moitié de la classe qui dort pendant 1 heure et au final, toi t'es juste là à répéter un truc devant des élèves qui dorment, quoi. Ça a pas de sens. Donc,
Parce que c'est hyper tôt en plus, 8h du matin. Et c'est assez tôt. Surtout pour des petits. Mais tu vois, t'as vraiment, je pense, un gros effort à faire, un gros mouvement à lancer sur le fait de dire aux profs, ok, on vous fait confiance et on vous donne beaucoup plus carte blanche pour tester et innover au sein de votre salle de classe. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves Si je reprends l'exemple de mon mentor en anglais, qui fait installer toutes les applications en espagnol, il n'aurait pas le droit de le faire dans un collège ou un lycée. Ça dépasserait. Toi, tu voudrais instaurer un peu de cercle des poètes disparus dans. Ah, c'est une bonne référence, ouais. C'est une bonne référence, mais c'est clair, oui. Il peut faire sortir la créativité des élèves. Créativité des élèves et puis surtout capacité pour le prof de pas être juste quelqu'un qui lit un manuel ou qui lit des slides. Le prof dont tu te rappelles, c'est quelqu'un qui t'écoute, donc c'est un peu un psy, et c'est quelqu'un qui te partage son expérience. Donc c'est quelqu'un qui est charismatique parce qu'il te partage ce qu'il a vécu. Donc moi par exemple, dans les profs qui m'ont marqué à vie, j'ai un prof d'histoire au collège qui devenait dingue régulièrement en cours parce qu'il disait vous vous rendez compte, là je suis dans un collège plutôt tranquille dans le centre de Paris. Avant j'étais en ZEP et là vous vous permettez de foutre le bordel en classe alors que vous habitez dans le centre de Paris par rapport au type de ZEP. Donc il partageait son expérience, ce qu'il avait vécu avant. Et tous les profs géniaux font ça en fait. Ils te partagent ce qu'ils ont vécu. Moi j'avais un prof qui nous rejouait à chaque fois les scènes d'histoire et qui nous sifflait Johnny B. Goode quand il nous parlait du rock'n'roll. Ouais, ça t'a marqué quoi. Ouais. T'as appris des trucs à cette époque-là? Ouais, je pense que c'était la meilleure année de collège. Bon, très bien. Tu te rappelles du programme? L'Égypte. Bah super. Je suis même pas sûr. Bon, c'est finalement. Mais bon. Ok, tu t'en souviens. Bah voilà, moi c'est ce que je pense être fondamental, c'est rebalancer dans l'éducation la répartition entre le suivi du programme et le partage de l'expérience du prof, son expérience vraiment. Toi, on a juste parlé très brièvement là de grande école. T'as fait une grande école. Ouais. Et t'en as pensé quoi? C'est un truc qui t'a satisfait dans l'expérience ou? Moi, j'ai pas forcément passé beaucoup de temps dans mon école. Je donnais beaucoup de cours. J'ai créé une première startup qui a pas fonctionné, et puis ensuite j'ai créé une deuxième startup qui est Live Mentor, et on a rejoint l'incubateur de l'école qui est situé dans une cave. Et donc on passait notre temps dans la cave et on voyait que les pieds en fait des autres élèves parce qu'il y avait des petites fenêtres. Ça fait vraiment livre de startup. Ouais, mais ça ressemble. Enfin, c'était vraiment pas très beau. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur mon école parce que j'ai pas passé beaucoup de temps. Ok. Et est-ce que ça t'arrive donc tout à l'heure tu disais que tu doutais jamais sur la boîte que tu fais. Donc ça t'arrive jamais j'imagine qu'il y a pas mal de types de ton âge maintenant qui ont des jobs qui payent bien ou qui sont bien stables, etc. C'est un truc qui toi te déstabilise ou pas du tout? Pas du tout. Non, moi j'ai jamais été. Enfin, tu vois, le truc dans lequel je crois vraiment, c'est que gagner de l'argent, c'est pas compliqué. Et c'est compliqué de dire ça parce que, je veux dire, quand t'arrives à 25 ans et que t'as 30 000 euros de prêt étudiant à rembourser, ce qui moi était pas mon cas, tu vois. Genre, moi, mes parents m'ont aidé, donc c'est pas mon cas. Bien sûr que la situation a l'air compliquée et que tu te dis non, il faut que je prenne la voie de la sécurité, etc. Mais je continue d'y croire fondamentalement. Je pense que gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est monté en épingle par la société actuelle avec les classements débiles des 100 jobs les mieux payés, les études à la con sur le chômage et sur la crise. Alors qu'en vrai, je veux dire, il y a toujours des solutions qui se présentent. Il suffit de chercher. Donc moi, je suis pas du tout stressé j'ai jamais été stressé par ma situation financière d'entrepreneur, qui déjà heureusement s'est amélioré par rapport à l'époque où le site marchait pas du tout et où on donnait des cours pour vivre. Mais j'ai jamais ressenti en fait un stress par rapport à ça parce que je me suis toujours dit bon bah au pire je bosserai quoi. Voilà, je bosserai et t'irais bosser dans quoi d'ailleurs si ça s'arrêtait? Qu'est-ce que tu ferais? J'en sais rien. Je serais peut-être prof, tu vois. Je pourrais très bien être prof. Je serais prof. En fait, je me suis souvent dit. Sur Live Mentor. Je me suis souvent dit ça. Je me suis souvent dit, en vrai, si ça marche pas,
je deviendrai prof sur Live Mentor. Donc, je pense que je le ferai au final. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu penses que t'étais vraiment nul et que t'as dû changer? Je pense que j'étais très cash, quoi. Je réfléchissais pas beaucoup. Je fonçais beaucoup tête baissée. C'était vraiment mon côté très speed, quoi. Et je pense que j'ai appris progressivement à être un peu plus reposé, tranquille et à mieux regarder la situation avant d'agir. Toi, on a parlé un peu de Quora, je sais que t'avais cité des trucs comme Ben Horowitz, etc. Ouais. Est-ce que t'as une routine du matin, du coup, d'entrepreneur? En ce moment, je donne des cours souvent à 8h30 du mat, donc c'est un peu ça ma routine, ouais. Clotilde, on se retrouve souvent tôt. Ouais, c'est ça ma routine. D'accord. Mais sinon, non, je suis pas l'entrepreneur qui va te dire, je me lève à 5h du mat, je vais courir 2 heures, après je reviens, je fais 30 minutes de yoga, après je prends un café. Non, moi j'aime bien donner des cours et c'est plus simple pour moi de donner le matin et c'est une bonne manière de se lancer. Et on va finir bientôt. Est-ce que tu lis? Ouais. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu? Ça n'a rien à voir avec les startups. Ok. Je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle Wabi Sabi et qui est un bouquin qui confronte, je pensais pas que tu avais posé cette question, qui confronte le modernisme avec l'approche plus asiatique où ça va être très long si on commence à en parler, mais c'est un super livre. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai relu pas mal de bouquins de Zweig. Et là, j'avais envie de relire l'Iliade. T'as lu Fouché? Moi, j'ai lu Fouché il y a pas longtemps. Il est excellent. Très bon. En vrai, c'est vraiment un super livre. Ouais. Je pense que c'est un très bon livre quand tu veux créer une boîte. La personne qui me l'a offerte pour être comme Fouché, tu veux dire? Ouais, pas forcément, mais en tout cas, c'est un ami à moi qui s'appelle Olivier qui me l'a offert, qui est aussi advisor et actionnaire chez Live. Et quand il me l'a offert, il m'a justement dit, ouais, quand tu lances un projet, c'est un super livre à lire. Et je pense que c'est vrai parce que la vie de Fouché, c'est énormément de hauts et de bas, c'est des changements de situation énormes. Mais le mec reste serein. En tout cas, le mec continue. Je sais pas s'il est serein, mais en tout cas, il avance, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'insight de comment ça se passe à l'intérieur de sa tête dans le bouquin. Non. Mais on voit que il continue. Il continue, quoi. Il continue. C'est quoi le bouquin? Si tu devais recommander un bouquin, un seul bouquin qui te vient à l'esprit, peut-être le meilleur bouquin que t'as lu ou celui qui t'a le plus influencé. Pour créer sa boîte ou pour Non. Peut-être. Mais si t'as autre chose qui te vient. C'est une bonne question. Un livre à recommander, c'est dur. Je sais pas, il y en a plein. Bon bah recommande le deuxième alors. Ouais, moi je suis un gros fan de Zweig quand même. Donc un joueur d'échecs, ça m'a beaucoup plu. Ouais, ça m'a beaucoup plu. 24 heures de la vie d'une femme aussi. Le joueur d'échecs qui n'est pas vraiment un livre sur les échecs, même si. C'est un livre sur autre chose, quoi. C'est un livre sur la schizophrénie, mais un très bon livre. Ouais, tous les Zweig, je pense. Et tu dirais quoi au Alexandre de 16 ans? En tout cas, peut-être de pas commencer à donner des cours parce que c'est une machine infernale. Ouais, mais qui t'a amené là finalement. Ouais, donc je lui dirais de donner des cours dès 16 ans et pas d'attendre 18 directement ans. Sur Skype. Est-ce que Skype existait déjà? Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses de commencer à domicile. Notamment parce qu'à domicile, tu vois le parent, ce que tu n'as pas sur Skype, ce que tu n'as pas en ligne. Et donc, faut recréer une relation avec le parent. Comment vous faites? Il y a tout un travail là-dessus. Le parent peut se créer un compte, qui est un compte de parent, et il peut envoyer des messages au prof. Et donc, le prof peut à la fois gérer la ligne de communication entre le parent et avec l'élève, avec le parent, avec l'élève. Vous faites une sorte de carnet de correspondance? C'est un peu ça, en fait. Il faut comprendre que tant que l'élève est au collège, au lycée, après ça change, tu donnes des cours à la fois à l'élève et aux parents. La réalité d'un cours à domicile, c'est tu donnes un cours, donc là, imaginons je te donne un cours de maths, on va faire 1 heure ensemble, là c'est la fin, donc je vais partir, je vais arriver jusqu'à la porte,
Et là, il y a ta mère qui va surgir, on sait pas où, du frigo, de sa chambre. Elle va bondir, elle va bloquer la porte, elle va dire Alex, ça se passe comment? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que ça va? Elle va être super stressée. Ou alors super sympa, mais enfin, en tout cas, elle va être présente. Et donc, t'as ces 5-10 minutes avec le parent que tu dois gérer, toi, en tant que mentor. Et il faut recréer cette relation-là en ligne. C'est ce qu'on essaie de faire. Bon, ouais, pour emballer, tu te vois aller où avec Live Mentor? Et c'est quoi le futur? Nous, la vision a toujours été la même. On veut créer l'école sur Internet. Donc, l'école la plus cool. Donc, toutes les matières. Ouais. Tous les cursus. Pas toutes les matières, mais en tout cas, tout ce qui correspond à un vrai objectif d'apprentissage. Que ce soit un objectif d'apprentissage scolaire, académique ou professionnel. Écoute, super. Merci beaucoup. Donc, Alexandre Dana, CEO et cofondateur de Live Mentor. Vous pouvez le retrouver sur livementor.com ou sinon sur Twitter. Internet. Sur Internet, vous tapez son nom. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et ensuite, la vidéo arrive en non live. Voilà. Merci beaucoup. C'était génial. C'était exceptionnel. Et donc, ça se passe comment? Automatiquement, il te... Quoi? Là, Ouais. Hop. C'est dingue. Attends, c'est génial Facebook Live. Ouais. T'as kiffé? Ouais, grave. J'étais en panique parce que j'avais jamais géré un Facebook Live et que du coup je devais... Benjamin Dutoit et 489 autres personnes vous ont suivi en direct. Nice, non? 492 vues. C'est pas mal, hein? Bah ouais, c'est pas mal pour une première. C'était cool. Non, désolé, des fois j'étais un petit peu... fallait que je réfléchisse à mes questions, à mes trucs. C'était très cool. Alors, c'était très très cool. Je regarde juste... Putain, il y a la dose de... Dose de quoi? J'ai une dose de messages qui me ont été envoyés en MP. Bah très bien. C'est pas con ce que tu dis sur l'éducation. Cool. Après 10 ans... Alors, qui c'est cette Sarah Yanni-Costas? Ma copine qui bosse chez Facebook. Et qui... Génial. Pourquoi elle a dit quoi? Je sais pas, on me dit qu'elle a... Elle m'a indiqué que vous apparaissez dans une publication, mais quand je clique ici, j'ai pas le... Non mais attends, remets. C'était une photo, ça n'a rien à voir. Donc dans mon journal, j'ai pas... Mais pourquoi elle t'a tagué sur une publication? Je sais pas. Mais elle a dû taguer... ouais. Je sais pas du tout. Moi aussi, elle m'a tagué. Ah oui, Indeed. Oh, tellement gentille, celle-là. Quelle crème. Putain, waouh. Ça a balancé des notifs, là. Ah ouais? Ça a chéri, quoi. C'est bon, ça. C'est bon, ça, hein? 500 vues, tu dis? 492 vues. Après, il y a des mecs qui ont dû voir... T'as quoi en stats sur les vues? Attends, bah, je vais te dire. Je t'ai testé un nouveau format, là, parce que c'est vrai que... Moi, je suis un fan de podcasts, j'écoute tout le temps des podcasts. D'accord. Genre Tim Ferriss, James Altucher, un truc comme ça. T'aimes bien Tim Ferriss? Tim Ferriss, ça va, son podcast. Il te vend des trucs des fois ou pas? Non, mais tu bouffes 5 minutes de pub au début de son podcast à chaque épisode. D'accord, ok. Vraiment 5 minutes pleines de pub. Mais sinon, le podcast est assez... Moi, j'aime bien les épisodes de podcast de Tim Ferriss où c'est Tim Ferriss qui raconte un truc, genre... Ouais. Sa vie, quoi. Sa vie, son œuvre. Ouais. Mais moi, mon podcast préféré, c'est James Altucher. Alors. Ah oui, ouais, je l'aime bien, lui. Ouais. C'est bien aussi. 24 réactions, 8 commentaires, 514 vues. Où allez les quoi? Super intéressant, merci, je suis bien d'accord pour les profs. Trop pire cool. C'est bon ça. Marco Pedro Hazelnut. Trop pire cool. Trop pire cool. Merci. Ah, c'est mon élève. Ouais. Attends, il dit quoi, Gauthier Deroux? Il dit où allez... Bon, ben c'est pas mal, hein, franchement. Enfin, je sais rien, j'en ai aucune idée.
Bah, il faut voir l'augmentation, surtout avec les prochains. Ouais, carrément. Mais là, à mon avis... Je pense que c'est un meilleur format que... En plus, après, normalement... Ah merde, je suis con, putain.